Une nouvelle crise financière est possible et une fois de plus, cette crise prendra son origine dans le monde bancaire, dans un ouvrage qui est paru un peu plus tôt cette année. L'économiste François Morin explique combien la concentration des pouvoirs entre les mains de quelques banques sur la planète peut nous conduire à un cataclysme économique. L'hydre mondial, l'oligopole bancaire, pour illustrer ce mal qu'on tente d'éradiquer mais qui se renouvelle sans cesse, est publié chez Lux Éditeur. Avec nous, l'auteur, professeur, économiste François Morin, de passage à Montréal. Bonsoir, Monsieur Morin. Bonsoir, Monsieur Fillon. Vous expliquez dans ce livre qu'il y a 28 banques systémiques sur la planète, dont 11 qui forment vraiment le cœur de ce qu'on appelle l'oligopole bancaire. Illustrez-nous l'étendue du pouvoir de ces banques. Eh bien, si on prend par exemple l'année 2012 comme référence, on peut dire que ces 28 banques systémiques avaient des totaux de bilan, c'est-à-dire en fait la dimension réelle financière de ces banques, supérieure à la dette publique mondiale. Vous voyez, 28 banques par rapport à un peu moins de 200 États, eh bien, le rapport de force, on le voit déjà dans ces chiffres-là. Donc, ce sont des banques aussi qui sont les seules, il y en a 14 parmi les 28, qui fabriquent ces fameux produits dérivés financiers. Ouais. Qui ont été à l'origine de la dernière crise financière. Eh bien, pour vous donner encore un autre ordre de grandeur, ces 14 banques systémiques gèrent l'équivalent de 10 fois le PIB mondial en termes d'encours de produits dérivés, ce qui est absolument considérable. Et ces chiffres n'existaient absolument pas au début des années 80. C'est parce que la sphère financière s'est libéralisée progressivement, qu'il y a eu des risques sur les taux de change et sur les taux d'intérêt, que ces produits financiers, finalement, ont été créés. Et ces produits financiers ont été à l'origine de toutes les crises systémiques qui se sont développées depuis le milieu des années 95. Et quand vous parlez de la libéralisation, les problèmes que vous identifiez, c'est que les pays n'ont plus le contrôle véritable de leur monnaie, oui. Sur les taux d'intérêt, sur les taux de change. Il y a des scandales également de manipulation de ces taux par les banques qui se multiplient. D'autres chiffres que vous donnez, 710 000 milliards de dollars pour les produits dérivés, la valeur des produits dérivés. Comment on en arrive là? Dans une situation où ces banques, parce qu'on a illustré quelques-unes dans le mur présentement, ont plus de pouvoir que les États et que les États sont désarmés face aux banques? Eh bien, on en arrive à cette situation tout simplement parce que dans les années 70 et 1980, il y a eu deux grands processus de libéralisation. D'abord le marché des changes, et puis ensuite ce qu'on appelle les marchés obligataires, là où se financent les États. Les États ont été conduits à se financer sur les marchés obligataires parce que les banques centrales sont devenues indépendantes des États, donc il a fallu pour les États se financer sur les marchés financiers, et du coup, de vastes marchés obligataires ont été créés avec donc une formation des taux d'intérêt par le marché. Donc, deuxième grande libéralisation des taux d'intérêt sur les marchés obligataires. Et puis, il y a eu une troisième grande libéralisation, ça a été celle des mouvements de capitaux au milieu des années 90. Du coup, au milieu des années 90, la sphère financière se trouve globalisée à l'échelle planétaire et les grandes banques ont été obligées à ce moment-là de se dimensionner, si je puis dire, à la dimension de ce nouveau marché globalisé. Et donc c'est comme ça que finalement ces banques ont acquis un pouvoir absolument gigantesque, ont été amenées à fabriquer ces produits dérivés pour gérer des risques liés aux variations de taux de change et aux taux d'intérêt, d'où les chiffres que vous venez de citer qui sont absolument colossaux. Et vous en arrivez donc à dire que les menaces qui nous guettent, c'est l'éclatement de la bulle des obligations, oui. Parce que les États se sont beaucoup endettés dans la foulée de la crise, à cause de la crise financière de 2007-2008. Alors tout ça, ça pourrait éclater. Une bulle d'action également, avec beaucoup oui. de liquidités qui ont été injectées par les banques centrales. Absolument. La faillite d'une banque systémique ou une course au retrait dans les banques, si les gens devaient prendre panique. Dans quelle mesure ces risques-là existent? Comment vous les qualifiez en ce moment-là? Eh bien, je crois que les conditions sont en effet remplies aujourd'hui pour que une telle catastrophe puisse survenir. Bien sûr, on ne peut pas dire à quel moment, ça c'est absolument impossible, mais toutes les conditions sont en effet réunies. Nous avons une bulle des dettes publiques qui est absolument gigantesque, puisque les dettes par rapport au PIB n'arrête pas d'augmenter. Le rapport dette sur PIB depuis 2007 dans tous les pays développés n'arrête pas
de progresser. Donc, il y a un moment où les arbres, vous savez, n'atteignent pas le ciel. Donc, nous avons une première grande bulle qui menace d'éclater parce que le surendettement des États est complètement manifeste. Et puis une deuxième bulle, vous l'avez signalé, une bulle action qui a été générée par les liquidités absolument énormes que les banques centrales ont été amenées à injecter dans les marchés financiers auprès des banques en rachetant notamment des titres financiers. Donc une correction pourrait arriver. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais je veux vous entendre sur la solution que vous proposez. Mais je veux vous entendre sur la solution que vous proposez. Vous ne parlez pas de monnaie unique comme une monnaie comme l'euro, mais une monnaie commune. Une monnaie commune, fixée. Oui. Fixée. C'était la grande idée de Keynes en 1944. Que vous revenez aujourd'hui. Voilà, Keynes revient, je pense, au goût du jour parce que cette monnaie commune permet à la fois à des souverainetés nationales de retrouver un pouvoir qu'elles ont perdu au profit des banques et des banques centrales, qui sont indépendantes des États, donc les États ont perdu leur souveraineté monétaire. Eh bien, une monnaie commune permet aux États de retrouver une souveraineté monétaire, mais dans un cadre global qui est donné par la monnaie commune, puisque entre la monnaie commune et les monnaies nationales, il y a des rapports de taux de change fixes, qui peuvent être ajustés, bien sûr, pas par le marché essentiellement, mais par tout simplement les puissances publiques qui s'entendent pour cet ajustement, qui se coordonnent absolument pour cet ajustement. Et donc, de cette façon-là, on règle à la fois la dimension internationale qui est nécessaire et les dimensions nationales. Réalistement, pensez-vous qu'il y a une ouverture à ça? Écoutez, pendant les réunions du G20 qui se sont succédées au moment de la crise, à plusieurs reprises, certains États, l'Inde, le Brésil, l'Union soviétique, la Chine, même la France, ont demandé une réforme du système monétaire international. Mais à chaque fois, les États-Unis nous ont expliqué que cette réforme n'était pas du tout à l'ordre du jour, tout simplement parce que il existe déjà une monnaie internationale. Qui est le dollar américain. Qui est le dollar américain. Et donc, on ne veut pas que ça change du côté des États-Unis. La suite est vraiment dans votre livre, Monsieur Morin, L'hydre mondial, l'oligopole bancaire, très intéressant. Je tiens à vous dire qu'il y a quelques années, vous avez publié également La Grande Saignée. Vous faites ça d'ailleurs vous êtes français, mais avec un éditeur québécois, Luxe Éditeur. Très grand éditeur. Voilà. Ben merci, Monsieur Morin. Merci, Monsieur Fillon. Merci.